Bonjour à tous, bienvenue dans cette première conférence en ligne du cycle Participe présent, la participation par ceux qui la font, donc qui est un cycle de 3 conférences en webinaire proposées par le CAU de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec le Centre de ressources Envirobat Grand Est, Arcade LQE. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le CAE, mais je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Rappelons qu'il s'agit d'une association dont les missions sont d'intérêt général, fixées par la loi de 77 sur l'architecture à l'échelon départemental. Et les objectifs qui sont les nôtres sont la promotion de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages au travers de nos métiers de conseil. N'hésitez pas à consulter notre site internet CAE 54 ou le site de la Fédération nationale des CAE pour en savoir plus. Nous allons mettre dans le chat auquel vous avez accès en cliquant sur l'icône « Converser » en bas de l'écran à ces liens. En Meurthe-et-Moselle, le CAE a, depuis l'an dernier, mis en place une stratégie 2020-2030 dont l'objectif est d'accélérer ou d'aider les territoires à accélérer cette transition écologique et citoyenne. Et nous avons formalisé de façon pratique cette stratégie au travers d'actions regroupées dans Mon Village en 2054. Il nous semble que pour mettre en œuvre de telles pratiques de projet, minimisant l'impact carbone à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle d'un bâtiment, de l'espace public, de l'aménagement d'une commune dans son ensemble, du lotissement, du périurbain, qui impose un plus grand respect des ressources et de la biodiversité, qui permet de s'adapter aux effets du réchauffement climatique, nous devons nous appuyer sur l'intelligence collective. Depuis plus de 10 ans, le CAE travaille sur des actions participatives, des démarches participatives. Il expérimente également des co-conceptions de projets avec des maîtres d'œuvre et des usagers en phase de conception des projets. Les premiers retours d'expérience sont plutôt prometteurs et les collectivités sont de plus en plus demandeuses de ce genre de démarche. Pour nous, faire avec les citoyens ne signifie pas faire sans la maîtrise d'œuvre. L'expertise globale de la maîtrise d'œuvre, ses compétences sont absolument essentielles. Quand on dit maîtrise d'œuvre, c'est les architectes, les urbanistes, les paysagistes, les bureaux d'études qui travaillent avec eux, et souvent d'ailleurs dans des configurations imbriquées et complexes. Il convient donc que ces concepteurs, encore une fois au sens large, s'ouvrent et se forment à ces nouvelles pratiques collaboratives. Sans réinventer les métiers, il s'agit de les enrichir et de les augmenter pour co-construire les projets en s'appuyant, entre autres, sur l'expertise des maîtres d'usage. Dans le cadre de cette ambition, le CAE et Envirobat avaient organisé un voyage d'études dans l'ouest de la France, entre Nantes et Rennes, qui devait s'organiser en juin de cette année. Et vous comprenez que cette organisation a été décalée à 2021. Cela dit, nous avons décidé de donner la parole à 3 maîtres d'œuvre que nous aurions rencontrés et qui ont intégré la participation dans leur méthode de projet. Jeudi prochain, le 2 juillet, nous entendrons l'architecte Loïc Daubas de l'atelier Bélenfant et Daubas nous parler d'un maîtrisage dans les projets d'architecture. Le jeudi suivant, le 9 juillet, ce sera au tour de Gabriel Chauvel et Serge Quilly de nous présenter une démarche participative dans des démarches de projets de paysage. Et aujourd'hui, je vais laisser la parole à Arthur Poiré de l'atelier Georges, qui va nous présenter sa vision de la maîtrise d'usage dans les projets d'urbanisme. Merci à lui de se prêter à cet exercice. Son intervention a été enregistrée à l'avance. Cela dit, Arthur Poiré se tient à notre disposition durant toute la présentation pour répondre à vos questions via le chat. Vous pouvez aussi nous envoyer des questions par SMS. Bonne conférence. Bonjour à tous, je suis Arthur Poiré, architecte de l'atelier Georges. Je tiens à remercier le CAUE et Envirobat pour cette invitation à participer à ce webinaire sur le thème de la participation. Et je vais vous présenter quelques expériences menées par l'atelier Georges, notamment à Nantes, sur le sujet de la participation citoyenne. Et j'ai une conférence qu'on a choisi d'intituler « L'hypothèse collaborative », en référence également à l'ouvrage du même titre qui a été publié par l'atelier Georges il y a maintenant 2 ans.
Donc, je suis Arthur Poiret, je suis originaire des Vosges. Je suis diplômé de l'école d'architecture de Strasbourg et également du DSA projet urbain de l'école d'architecture de Paris-Belleville. J'ai eu la chance d'évoluer dans l'agence Obras Architecte avec Frédéric Bonnet au début de ma vie professionnelle. Puis au sein du collectif d'architectes Bellastock, où j'ai découvert la participation sous une forme un peu différente de celle que je pratique aujourd'hui, mais qui a été ma première vraie expérience concrète. Et puis, je suis chef de projet de l'Atelier Georges depuis maintenant 5 ans. D'abord à Paris, et puis depuis 3 ans, j'ai rejoint l'agence de Nantes, où j'ai pu notamment mener le projet de la caserne Mélinette que je vais vous présenter. Et je suis également enseignant de l'école d'architecture de Paris-Belleville et du diplôme universitaire espace commun de Yes We Camp, où il est également beaucoup question de participation. L'Atelier Georges est une jeune agence d'urbanisme, de paysage et d'architecture fondée en 2014 par 2 architectes et 2 paysagistes. L'agence est fondée à la suite de 3 sessions de concours européens victorieux qui ont conduit à des marchés et qui ont donc permis la création de la structure, et qui aussi explique la posture de l'atelier, notamment par rapport aux questions de participation qui sont assez prégnantes dans toute la saga Europan et surtout depuis les dernières sessions. Pourquoi Georges? En fait, les racines du prénom Georges, géo la terre et ergos le travail, nous semblaient pertinentes dans le rôle du paysagiste qui vient fabriquer un terreau fertile à un projet urbain. Et puis ce prénom, on va en reparler tout à l'heure, mais est aussi un moyen de ne pas se faire appeler monsieur l'architecte dans une démarche, dans une réunion de concertation, mais d'être Georges, d'être ce personnage qui participe à la réunion et qui a peut-être plus de facilité en se présentant comme ça à interagir avec les personnes autour de la table. Donc l'agence accompagne aujourd'hui plus d'une trentaine d'acteurs publics et privés et œuvre au renouvellement économe et inventif des pratiques urbaines. Donc voici un panel un peu des projets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Donc le projet des grands voisins à Paris, dans le 14e arrondissement, sur lequel on est intervenu au démarrage pour conduire des ateliers de participation, de création de mobilier, de taille de végétaux et de mise en place d'équipements pour permettre l'ouverture du camping en 2016. Des projets de renouvellement urbain, donc comme ça a été le cas dans le quartier des Dervalières à Nantes, également à La Roche-sur-Yon, et qui sont des projets qui de fait rentrent dans le cadre de ce qui est la concertation, le cadre légal obligatoire de la concertation. Des concours européens, donc je l'ai dit, le projet qui a vraiment permis de lancer l'agence et aussi d'asseoir une posture, notamment sur la question de la participation citoyenne, qui est celui de la reconversion de la caserne Mélinette que je vais vous présenter. Et puis des projets sur d'autres territoires, comme le plan guide de revitalisation du centre-bourg du Sel, ou plus récemment, l'agence est engagée dans la construction d'un bâtiment et dans la coordination du paysage sur le projet des Jeux Olympiques, ou dans le projet de la porte de Montreuil. Donc l'agence évolue à différentes échelles sur différents territoires, et l'agence a été lauréate du palmarès des jeunes urbanistes en 2014. J'aimerais revenir un peu, avant de commencer, sur
le constat qui a été fait au moment du lancement de l'agence et qui a permis sans trop avoir encore de marché, de définir une ligne de conduite et de se positionner avant même de pouvoir le mettre en pratique. Donc, le constat qui était fait à l'époque était celui d'un regard un peu critique sur l'évolution de la pratique urbaine et d'un premier constat qui est que l'extension de la ville telle qu'elle s'est faite dans les années 80 ou même avant, l'extension de la ville sur les champs, donc sur un territoire le plus plat possible, qui comporte le moins d'aléas possible, est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné et dans lequel on se rend compte le mécanisme qui permet d'équilibrer le bilan et les recettes dépenses et de faire avancer le projet est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, qui se déroule de manière presque linéaire. Et puis, dans une période un peu plus récente, lorsque le développement urbain s'est fait en reconversion des friches industrielles, on voit que le territoire est chargé d'histoire, est chargé de pollution, de différents aléas qui font que l'économie du projet devient quelque chose de plus fluctuant qui peut amener des difficultés à sortir certains projets. Et puis, on a eu l'impression en 2014 qu'on était entré encore dans une autre phase qu'on a qualifiée d'extension urbaine sur le tissu vivant. Et c'est cette nouvelle phase dans laquelle, on le voit bien aujourd'hui, les projets urbains sont de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à sortir, à faire avancer, plus longs, etc. Et qui questionnent un peu notre posture d'architecte, d'urbaniste dans ces démarches-là, et qui nous a amené au constat d'une complexité grandissante. Donc, ce schéma un peu simpliste qui présente un schéma du développement d'un projet, de la prise de valeur d'un terrain dans le temps, donc le passage d'un état A à un état B, supposé plus aménagé, plus construit, suppose l'intervention d'un architecte, donc cette petite flèche qui fait avancer le projet et qui crée en même temps un peu mécaniquement de la valeur. On voit que dans le contexte actuel, le nombre d'intervenants évolue, on est de plus en plus nombreux à intervenir et on s'est posé la question au moment de la création de l'agence de notre action, de notre plus-value dans cette mécanique, et ce qui nous a amené à repenser un peu la manière dont on voulait intervenir et qui nous a notamment un peu amené vers la participation citoyenne. Et donc, dès son lancement, l'agence a pris l'habitude d'un processus de projet ouvert, d'un processus de projet négocié, et a essayé de convaincre les maîtres d'ouvrage ou les clients de nous suivre dans cette aventure. On arrive maintenant à la présentation des différentes expérimentations qui ont pu être menées, et notamment à la reconversion de la caserne Mélinette à Nantes. Donc, je vous présente un peu le contexte parce qu'il est assez important pour comprendre l'enjeu dans lequel on a participé à la définition de notre manière de travailler en 2014. Donc, la caserne Mélinette, c'est cette emprise de 14 hectares qui représente une espèce de zone confisquée à Nantes de longue date, puisque le mur d'enceinte qui borde la caserne et les premiers bâtiments ont été réalisés bien avant que la ville de Nantes, le développement urbain, soit arrivé jusqu'à là. Et donc, tardivement, les constructions sont venues buter, s'adosser sur le mur et créer une configuration assez privilégiée pour les riverains directs, mais en même temps qui fabrique une enclave qu'on ne peut pas traverser entre l'Erdre au nord et la Loire et la gare de Nantes au sud.
et que le projet, la ZAC qui est en train d'être créée, se devait d'ouvrir. L'autre particularité du projet, c'est que le site a été vendu en l'échange d'un programme de logement ambitieux avec 35% de logements abordables, 35% de logements sociaux et seulement 30% de logements en accession, ce qui est assez inhabituel à l'heure actuelle à cet endroit et qui fabrique un peu la tension qui a expliqué la création d'une mission de concertation aussi importante sur ce projet. Donc la caserne Mélinette, c'est une ZAC qui a été créée et avec la création de 1800 logements. Et donc 1800 logements à cet endroit, ça fabrique également, au-delà du logement social et du logement abordable, c'est aussi une densité et des constructions sur plusieurs niveaux, ce qui dénote quand même largement avec le contexte qui est plutôt un tissu de maisons individuelles avec des grands jardins. Donc la proposition qui nous a été faite à l'époque par TGTFP, pardon, les architectes parisiens qui bénéficiaient d'une bonne expérience sur le sujet de la reconversion de casernes, on a choisi de faire équipe avec eux en défendant du côté de l'atelier Georges la compétence paysage, un ancrage local puisque l'agence s'est créée dès son démarrage avec une antenne à Nantes, et en faisant la proposition de prendre en charge nous-mêmes le dialogue citoyen. Et on s'est alors engagé dans un processus de coopération avec les habitants, les riverains du quartier, en faisant le pari qu'on ne confierait pas la concertation à un bureau d'études spécialisé, mais qu'on se chargerait nous-mêmes, que les gens auraient à disposition les concepteurs du projet, ceux qui tiennent le crayon, lors des différentes réunions de concertation. Et il se trouve qu'on a remporté ce marché sur cette idée-là. Donc la première action qu'on a choisi de mettre en place, ça a été d'ouvrir le site, de permettre aux gens, aux Nantais, aux riverains qui, même depuis leur jardin, n'arrivaient pas à voir l'intérieur de la caserne, de leur permettre de faire une grande balade avec nous dans la caserne, d'aller repérer les végétaux, d'aller regarder les bâtiments, d'aller réfléchir à son devenir ensemble et de leur donner la possibilité de prendre la parole pour partager un premier état des lieux du projet, et dans lequel, à la surprise générale, ce qui a marqué les habitants a été la nécessité de réfléchir au recyclage. On entendait à l'époque le mot recyclage des bâtiments, ou ce qu'on appelle nous plutôt le réemploi de matériaux, et qui a été ensuite un grand fil conducteur pour le projet. Donc cet arpentage, pour nous, avait plusieurs objectifs, et notamment celui de lancer un peu, de mettre en place une forme de communauté de projet, de gens qui s'engageaient dans la durée sur le projet et à qui on a demandé beaucoup de fidélité et beaucoup d'honnêteté lorsqu'ils s'engageaient dans le projet. Donc on a pu constituer, à l'occasion de cet arpentage qui a rassemblé 300 personnes, un premier panel de gens, riverains, voisins, connaisseurs de l'histoire militaire de Nantes, enfin, des gens d'horizons un peu variés, et puis qu'on est venu compléter par un stand d'habitants sur un marché situé à proximité du site, qui nous a permis de rencontrer d'autres gens et de compléter à la fois les gens qu'on avait rencontrés à l'arpentage et aussi les panels citoyens qui étaient déjà dans les bases de données de Nantes Métropole Aménagement, pour fabriquer une communauté de projets, donc qui regroupe à peu près 80 personnes et qui était le plus représentatif possible de la diversité, à la fois des gens qui habitent le quartier, mais aussi qui habiteront demain dans le quartier, une fois que les 1800 logements auront été créés.
À la suite de ça, on a lancé une première campagne qui a duré près d'un an d'ateliers de co-conception du projet. Donc des ateliers qui ont été menés dans le site de la caserne, donc dans les bâtiments avant la démolition des bâtiments qui ont été démolis et qui ont rassemblé sur 8 tables de travail, 8 fois 10 personnes, à la fois encadrées par la maîtrise d'ouvrage, les bureaux d'études, les architectes, les paysagistes, qui ont permis de discuter de différents thèmes comme la mobilité, la manière dont on allait se déplacer dans le quartier, quitter le quartier, venir dans le quartier. Un autre sur le thème de la forme urbaine, donc quel paysage on veut, quelle hauteur, quelle répartition de la densité. Il nous semblait que c'était des thèmes importants à discuter avec les riverains. Et puis d'autres thèmes comme les espaces publics, les revêtements, etc. Donc, on a engagé comme ça pendant les samedis matins pour faire en sorte d'avoir le plus d'actifs possible, le plus de participants. On a engagé des ateliers donc, qui se sont déroulés toujours sur le même format. Une introduction du maître d'ouvrage qui venait un peu donner l'objectif de la séance et expliquer les règles du jeu, c'est-à-dire venir expliquer aux participants ce qu'il était possible d'attendre de cette réunion, qu'est-ce qu'on pouvait faire changer, qu'est-ce qui était déjà acté, qu'est-ce qui faisait partie du programme et qu'on ne pourrait pas faire évoluer. Et puis ensuite, des premières introductions par ce qu'on avait appelé des grands témoins, des personnalités, des experts qui venaient expliquer un peu les termes qu'on allait utiliser pendant la séance, donc sur la forme urbaine, qui venait présenter un peu ce que c'est qu'un habitat collectif, ce que c'est qu'une maison accolée, ce que c'est, voilà, etc. Et qui ont permis comme ça aux habitants qui se sont engagés dans la démarche de monter en compétences petit à petit et d'acquérir des savoir-faire qui leur permettaient d'être à l'aise dans les discussions, de donner leur avis et voilà, qui permettait de prendre la parole un peu de manière assurée. Donc, en règle générale, ces réunions de concertation ont duré à peu près 1h30 à 2 heures, avec toujours un temps de travail, un temps de proposition. Il ne s'agissait pas de réunions d'information. Et puis, une restitution donc, réalisée par un rapporteur sur chacune des tables. Et puis derrière, la production d'un compte-rendu avec à la fois des dessins et des textes. Et ça, c'est important parce que c'était la preuve que dans ce contrat moral qu'on a passé entre les habitants qui donnent de leur temps pour participer à la définition du projet et nous qui les écoutons, eh ben, on sentait qu'il y avait un besoin de contractualiser un peu ça. Et c'est vraiment par le compte-rendu qui ont pu être produits à chaque fois qu'on a prouvé qu'on faisait le maximum pour injecter dans le projet ce qu'on avait entendu, ce qu'on avait pu discuter ensemble sur les différentes réunions. À la suite de ces 3 ateliers, on a engagé des ateliers, une autre série d'ateliers, plus de terrain, des ateliers de coproduction de différents événements, donc comme celui-ci notamment dans le jardin de l'infirmerie, où on a proposé aux riverains, ceux qui le souhaitaient, ceux qui avaient du temps à donner pour s'investir dans l'organisation d'un événement, de réfléchir à la meilleure manière de faire découvrir dans un grand événement public le site et de réfléchir à la meilleure manière de mettre en récit ce qui avait été fait à l'occasion des ateliers de concertation, de co-conception, pardon. Et puis, petit à petit, cette communauté de projets donc, qui s'est investie dans le projet a appelé de nouveaux acteurs. Et on revient là sur le réemploi de matériaux, puisque à la suite de la rédaction du compte-rendu, où on a fait remonter à notre métropole aménagement que les habitants étaient en demande d'éléments sur ce que pourrait être le réemploi de matériaux dans la caserne, notre métropole aménagement nous a demandé d'apporter une réponse formalisée aux habitants et nous a demandé si on connaissait quelqu'un, parce que ça ne pouvait pas être nous tout seuls,
quelqu'un qui aurait pu venir effectuer un petit diagnostic matériaux et finalement, eux aussi en avaient l'air assez convaincus, pourrait essayer d'ajouter ce volet-là au projet et de réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire de ces matériaux. C'est à ce moment-là que Bellastock, qui n'était pas dans le groupement initial, est devenu sous-traitant de l'atelier Georges pour l'expertise réemploi et a conduit ce qu'on appelle un diagnostic réemploi, un diagnostic matériaux dans la caserne. D'abord en réponse à la demande des habitants, et puis petit à petit, ce qui est devenu une vraie mission et a permis de développer une approche par filière et d'étudier les possibilités de réemploi de l'ardoise, de la brique, de la pierre de taille et de différents éléments. À la suite de cette présentation, qui a plutôt convaincu les habitants, a été aussi plutôt un élément déterminant pour notre métropole aménagement qui, en urgence, nous a demandé d'adapter le cahier des charges du marché de démolition pour en faire un marché de déconstruction sélective sur certains éléments et a permis d'isoler, donc de glaner de la matière qui a été mise en place et stockée sur le site, sur la place d'Armes, dans ce qu'on a appelé le stock de matériaux. Donc, ce stock de matériaux, il a fait l'objet d'une recherche particulière, une espèce de scénographie, donc sur la place d'Armes qui avait été fouillée à l'occasion des fouilles archéologiques. Donc, on pouvait voir ces grandes tranchées vertes qui avaient repoussé. On a choisi d'organiser des pyramides par matériaux et par type de pierre de part et d'autre des allées où on pouvait circuler, avec l'idée que ça serait un outil, puisque les habitants avaient montré un intérêt pour ces histoires-là, que le stock de matériaux devait devenir un outil qui permettait de raconter à la fois l'histoire du site, son passé, à la fois ce qui s'y passe en ce moment, mais aussi de raconter de manière plus concrète le projet urbain et de fabriquer une forme de prévisualisation des espaces publics qui vont y être développés. Donc on a organisé la trentaine d'éléments différents qu'on avait sur le site en fonction à la fois des contraintes d'accès du public, mais aussi en fonction des contraintes de circulation d'engins qui allaient permettre de venir récupérer cette matière. Donc, voilà une photo du stock de matériaux tel qu'il est aujourd'hui et une photo du tas de gravats qui a été isolé pour servir de remblai sous chaussée sur Nantes et l'agglomération nantaise. Assez vite, on a convaincu également le maître d'ouvrage que ce stock de matériaux n'était pas un endroit réservé aux entreprises, mais devait devenir un vrai lieu de pédagogie. On pouvait à la fois raconter des histoires techniques, mais aussi faire réagir les habitants sur des matériaux, des revêtements de sol, expliquer d'où viennent les choses, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, comment ça fonctionne, et organiser des visites régulières du stock de matériaux. Et petit à petit, le réemploi est devenu au service du projet urbain, puisque la finalité était quand même le moment où on allait ressortir les pierres du stock de matériaux, donc ce qui est en train de se passer actuellement. Et pour ça, on a pensé qu'on avait besoin de conduire une phase de prototype pour tester et proposer aux habitants. Donc ça, au bout d'un an un peu de réflexion, de co-conception, on a pensé qu'il devenait important de rentrer dans une phase plus concrète et de montrer aux habitants à quoi allaient ressembler les rues et les espaces publics du quartier. Et donc, on a organisé, avec la participation de Bellastock, un chantier ouvert dans la caserne avec les pierres et les éléments disponibles dans le stock de matériaux, des prototypes qui ont permis à la fois de tester techniquement la mise en œuvre et la réalisation de l'assemblage et en même temps de tester
l'acceptabilité de cette esthétique un peu particulière qui est en train d'être développée dans la caserne. Et donc, plutôt que de le faire à huis clos avec la maîtrise d'ouvrage à une entreprise, on a proposé aux habitants et aux riverains de venir participer à un chantier ouvert dans la caserne et prendre part, avec un accompagnement technique, à la réalisation de différents prototypes pour que le site devienne un vrai laboratoire de transformation. À la suite de ce prototypage, cet aller-retour permanent entre les matériaux, les habitants et la conception du projet, on a réalisé, on a créé un nouvel, enfin, on a dû imaginer des outils qui nous permettaient de prendre en compte la dimension finie des ressources qu'on avait. Et donc, on a imaginé des modèles 3D qui nous permettaient de réfléchir à la manière de dispatcher la matière dans la caserne, puisque l'engagement qui avait été pris avec les habitants et ce marché réemploi auquel que nous on espérait dès l'appel d'offres, mais qui a été rendu possible par les habitants, et ben, nous engageait à ne pas évacuer la matière et à ne pas dire oh, finalement ces pierres-là on n'en fait rien. Mais on a passé un engagement un peu moral avec eux qui était de dire nous on souhaite étudier la remise en œuvre dans le futur projet de à minima 80-90% de la matière qui a été récupérée. Cette matière, elle vous appartient, elle nous appartient. C'est à partir de ça qu'on va construire les espaces publics. Parce qu'assez vite, la question s'est posée de savoir où est-ce qu'on positionnait le réemploi. Et au vu du travail effectué avec les habitants, on a pensé qu'il était plus fort, à la fois plus simple et cohérent également, d'un point de vue réglementaire, mais aussi plus fort que d'utiliser cette matière sur les espaces publics et pas de la confier aux architectes des lots privés. Voilà, c'est cette démarche de réemploi où on a avancé petit à petit, suite à cet engagement qu'on avait pris avec les habitants, a conduit à des nouvelles missions, donc des nouveaux acteurs, des nouveaux outils de conception pour maîtriser une quantité finie et, in fine, les nouvelles missions, comme ici le nettoyage des pavés qui est en cours et qui a occupé 16 personnes pendant 6 semaines pour nettoyer 140 000 pavés, de sorte qu'elles soient considérées comme des matériaux neufs du point de vue de leurs caractéristiques, et donc de leur retirer les traces de mortier, d'enrobé qu'ils pouvaient porter, et pouvoir passer à la suite de ça à un marché sans avoir besoin d'apporter une complexité particulière sur la matière. Et voilà une image du stock de pavés nettoyés qui est en place aujourd'hui sur la caserne. Cette mission, cette première phase de travail, donc, qui a vraiment permis la constitution d'une ressource pour construire le quartier, a appelé d'autres missions. Petit à petit, les habitants, au fil des réunions, ont formulé le souhait que ces réunions qu'on faisait, c'était plutôt un outil satisfaisant, mais qu'il y aurait besoin peut-être de formaliser ces échanges dans un lieu qui ne soit pas accessible uniquement pendant le temps de la construction du projet, mais qui soit un espèce de lieu citoyen dédié aux informations des riverains et des futurs habitants sur l'avancement du projet. Et petit à petit est arrivée l'idée d'une maison du projet, donc sur la caserne, et l'atelier Georges est devenu AMO de Nantes Métropole Aménagement pour conduire la mise en place de cette maison du projet. Et assez vite, les habitants et les échanges qu'on avait pu avoir avec eux ont amené l'idée que ça devait pas être n'était pas dans le cadre d'une maison du projet un peu conventionnelle avec un animateur qui est chargé de l'ouverture, de la présentation du projet, mais qu'il fallait plutôt que cette maison du projet elle soit confiée aux habitants ou à des porteurs de projets
géré non pas par la ville ni par Nantes Métropole Aménagement qui n'en avait pas les moyens, mais autogéré par des habitants et en même temps bah, qu'elle peut-être elle pouvait remplir d'autres fonctions que simplement présenter le projet, mais qu'elle pouvait être peut-être le premier bistrot, le premier café, le premier endroit où on peut s'asseoir pour discuter avec ses futurs voisins, etc. Donc on a été chargé et on a mobilisé les habitants dans ce cadre-là d'identifier un bâtiment pour réaliser cette maison du projet, de s'assurer que techniquement c'était possible, et puis de formuler des scénarios d'aménagement, de programmation qui ont été fabriqués avec les habitants à l'occasion de 2 réunions qui ont eu lieu dans la deuxième phase de la concertation. Donc voilà le bâtiment de la maison du projet. Donc c'est le bâtiment numéro 75 de la caserne. Donc c'est un bâtiment assez remarquable qui présente 2 niveaux et sur lequel on a pu interroger les riverains sur l'aménagement et formuler des scénarios depuis la caserne dans le site avec les consignes qui nous avaient été données. Et donc, on s'est retrouvé avec une série de scénarios formulés par les habitants qui nous ont permis de réaliser la pré-programmation du bâtiment. Donc, avec la salle de réunion, la maquette du projet, des salles associatives, une cuisine commune, et donc de les confronter en même temps dans le cadre de notre mission d'AEMO, à la recherche de porteurs de projets. Et ce qui nous a amené, avec encore le soutien des riverains, à constituer un annuaire des associations, des structures qui pouvaient s'investir dans le projet, et à constituer un dossier pour un appel à manifestation d'intérêt pour chercher un gestionnaire, quelqu'un qui allait s'engager dans la durée sur la caserne, avec un contrat à la fois de partenariat avec des associations qui avaient été identifiées et un contrat avec Nantes Métropole Aménagement pour la communication sur le projet. Et puis, dans le choix du groupement qui a été lauréat, donc qui s'appelle La Générale, on a proposé, et Nantes Métropole Aménagement y a répondu favorablement, on a proposé de faire intervenir des habitants qui étaient un peu les anciens qui participaient à la concertation depuis près de 2 ans. On a constitué un jury avec des représentants citoyens qui ont pu venir voter, assister aux présentations des équipes et voter avec autant de poids que les élus ou que nous en tant qu'AMO, et qui ont participé au choix de l'équipe lauréate. Et puis sur cette base-là, on a conduit la mise aux normes du bâtiment, et on a proposé de faire revenir les habitants, ceux qu'ils souhaitaient, pour réaliser la mise aux normes du bâtiment, le transformer avec les associations, de poursuivre ce dialogue et de marquer le lancement de ce projet par un chantier ouvert. Et puis, petit à petit, ces différentes collaborations, cette manière un peu de s'insérer dans le tissu, nous a conduit à nous installer en résidence dans la caserne Mélinette et à entamer une nouvelle phase de participation à la vie du quartier dans laquelle on est encore aujourd'hui, qui est une phase plus de voisins, voilà, puisqu'on est nous-mêmes habitants, ou en tout cas usagers de la caserne, et on assiste au jour le jour à son développement avec pignon sur rue, ce qui nous permet à la fois de suivre l'évolution du stock de matériaux et d'imaginer, de donner suite à cette nouvelle manière de travailler que le réemploi appelle, mais qui est aussi une porte d'entrée, un vrai guichet qui nous permet de rencontrer de nouveaux acteurs, de
d'être au fait de ce qui se passe et donc aussi de basculer depuis ce rôle de concepteur à un rôle plus d'animateur, d'acteur de la vie du quartier en y étant installé. Donc, on est installé dans le pavillon d'entrée, donc à l'interface entre la rue, le quartier existant et la caserne, donc dans une position vraiment en porte d'entrée sur la caserne. À la suite de cette expérience très convaincante, à la fois pour nous et je pense pour les riverains qui ont pris part à la démarche, on a décidé qu'il serait important de ne pas s'arrêter là et d'aller poser la question aux acteurs qu'on avait identifiés comme un peu des pionniers sur les questions de participation, qui sont les collectifs d'architectes français. Et on s'est lancé dans un état des lieux des acteurs et des pratiques innovantes en France, qui était à la fois un moyen pour nous de garder une forme d'actualité sur ce qui se faisait, de continuer à enrichir la manière dont on proposait aux riverains de participer aux projets urbains, et puis aussi un moyen de faire connaître, de rendre public à d'autres acteurs, à la maîtrise d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre qui ne sont pas familiers de ces démarches-là, aux promoteurs, aux investisseurs et à toute la chaîne des parties prenantes du projet urbain, des pratiques qui nous ont paru très intéressantes, notamment au regard du contexte de commande actuel. Donc on est parti à la rencontre de différents collectifs à travers la France. On a choisi de se limiter à la France, hein, il en existe dans plein d'autres pays, mais on a choisi la France parce qu'on trouvait intéressant de comparer des choses qui sont comparables, c'est-à-dire les décalages, les leviers qui sont inventés par les collectifs d'architectes dans le contexte, dans le cadre de commandes français. Et il nous paraissait plus compliqué d'identifier un peu cette ingéniosité dans un contexte de cadre de commande qu'on ne connaît pas. Voilà, donc le livre est structuré autour de plusieurs niveaux de lecture, des chercheurs qui viennent mettre en perspective ces questions et qui ont des contributions un peu plus longues et en regard de travaux qui ont été effectués précédemment. Et qui viennent répondre aux contributions des collectifs d'architectes. Et puis, l'ouvrage se structure autour de trois questions, enfin trois parties. Faire le terrain pour savoir comment faire, donc qui est un peu notamment la catégorie dans laquelle on peut retrouver Bellastock, et tous les concepteurs ou les architectes qui considèrent que être architecte, c'est avant tout savoir construire et qui prônent un retour à la manipulation, à la matière, un travail un peu de terrain. Faire sur le moment pour faire avec, qui renvoie directement aux questions de participation et qui renvoie à un besoin de la part des architectes de certains collectifs de retrouver des liens, d'être plus proche des gens pour lesquels ils construisent, de connaître et de passer du temps avec les usagers. Et puis une troisième catégorie qui est faire sans, faire autrement, et qui pose la question du rôle d'un architecte et de une forme de fatalité à construire, à aménager le territoire. Donc l'ouvrage est sorti en 2014. Je ne vais pas raconter l'ouvrage, je vous laisserai le soin de le découvrir si ça vous intéresse. Mais on a eu la chance de le présenter dans la biennale, à la Biennale d'architecture de Venise, et de mener un plateau radio avec tous les acteurs qui ont pris la parole dans l'ouvrage, et ce qui a donné lieu à trois podcasts que vous pouvez retrouver sur le site de l'Atelier Georges, rubrique Radio Georges.
la partie 2 minutes pour convaincre, en conclusion un peu de cette présentation, on pourrait dire que l'atelier Georges a, sur la base de cette expérience de la caserne Mélinette, est alimenté par d'autres démarches de participation dans d'autres contextes et avec d'autres acteurs, à développer une approche double du projet urbain. Donc une approche par ce qu'on appelle l'écologie de projet, qui est vraiment cette science de la mise en relation, qui est cette capacité à s'appuyer sur les compétences des riverains, sur la connaissance de terrain, sur la connaissance du fonctionnement d'un site qu'ils vivent depuis longtemps, et la capacité à trouver des porteurs de projets, enfin, à être au cœur d'un processus un peu complexe où chacun doit trouver sa place pour faire émerger le projet. Donc voilà, cette capacité à mettre autour de la table des acteurs pour les intéresser au devenir d'un territoire. Et puis qui renvoie au constat qu'on avait fait au moment de la création de l'agence, qui est une approche par l'économie de projet, et qui est cette capacité à mettre en œuvre les projets, et qui évidemment est très liée au fait d'avoir les bonnes personnes autour de la table et d'arriver à tirer les ficelles du projet, non pas de manière individuelle en tant que concepteur, mais bien en communication, en collaboration avec l'ensemble des acteurs élargis du projet urbain. Merci beaucoup Arthur Poiret pour ce partage d'expérience. Si vous souhaitez revoir cette conférence, plusieurs options s'offrent à vous. Soit réutiliser le lien avec lequel vous êtes connecté aujourd'hui, ou alors rejoindre la chaîne YouTube du CAUE 54, ou encore vous rendre sur le site internet d'Envirobat Grand Est Arcade LQE ou sur celui du CAUE 54. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Nous allons indiquer dans le chat un lien vous permettant de demander une attestation de présence à ce webinaire et un autre lien pour accéder à notre questionnaire de satisfaction. Et si l'expérience vous a plu, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, inscrivez-vous vite au webinaire des 2 prochains jeudis. Nous remettrons également le lien dans le chat. Enfin, si vous êtes très intéressé par ces démarches participatives, sachez que le CAUE de Meurthe-et-Moselle est à l'origine d'un réseau de maîtres d'ouvrage et de professionnels du Grand Est se rassemblant pour échanger et apprendre sur ces problématiques de participation en général et sur les démarches de co-conception de projets en particulier. Si vous souhaitez participer à ce réseau, dites-le nous dans le questionnaire de satisfaction ou contactez-nous par mail au CAUE. En attendant, n'hésitez pas à continuer à converser avec Arthur Poiret. Le chat reste encore ouvert une quinzaine de minutes environ. Merci à vous et à bientôt.